Soyez bienvenue, c'est International. Vous êtes sur les antennes de TV5 Monde, de RFI, une émission que nous réalisons avec le quotidien Le Monde. International, justement, pour une actualité particulièrement chargée en cette fin de semaine. 3 sommets, Bruxelles, Bonn et Munich, pour tenter d'y voir plus clair sur ce qu'on pourrait appeler la nouvelle donne mondiale, notamment avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Pour décrypter cette situation, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, merci d'être avec nous. Vous êtes en charge de la diplomatie française, du développement international. Nous allons avoir, et je ne serai pas naturellement le seul à vous les poser, beaucoup de questions à vous soumettre avec Sophie Malibaud de Radio France Internationale et avec Marc Semo du Monde. Nous parlerons notamment de ce premier mois de Donald Trump à la Maison-Blanche. Nous parlerons de l'Europe, du Brexit, de la Syrie, du Proche-Orient et de la cybercriminalité. Peut-être avant de vous entendre, revenons sur l'un de ces sommets, celui de Munich, où le numéro 2 de la présidence américaine, le vice-président Mike Pence, s'est exprimé pour la première fois. On a pu avoir le début d'un éclaircissement sur cette diplomatie américaine. Côte à côte, Angela Merkel et Mike Pence s'apprêtent ce matin à livrer chacun leur vision de la diplomatie, plutôt divergente depuis l'élection de Donald Trump. Mission fermeté pour la chancelière allemande, mission apaisement du côté du vice-président américain. Première à monter à la tribune, Angela Merkel met en garde contre la tentation de l'isolement. Dans une année où nous pressentons d'incroyables défis, allons-nous continuer à agir ensemble ou allons-nous retomber dans nos rôles individuels ? Je vous appelle à trouver une position commune, faisons en sorte qu'ensemble, nous rendions le monde meilleur. Sans union, pas de lutte efficace contre le terrorisme, dit aussi la chancelière allemande. Et sans les États-Unis, pas d'union. Mike Pence, lui, entame justement son discours en renouvelant un engagement. Les États-Unis soutiennent fermement l'OTAN et nous serons indéfectibles dans notre engagement au sein de cette alliance transatlantique. S'allier, oui, mais pas à n'importe quel prix. Devant ses partenaires européens, Mike Pence va tenir parfaitement la ligne dictée par son président. L'OTAN a un coût et il est temps que tout le monde mette la main à la poche. Le président des États-Unis attend de nos alliés qu'ils tiennent parole, qu'ils tiennent leur engagement. Et pour la plupart d'entre eux, cela signifie qu'il est temps de faire plus. 4 semaines après l'investiture de Donald Trump et quelques déclarations fracassantes, les Européens cherchent encore à démêler les provocations des vraies lignes politiques des États-Unis. Les Américains, eux, s'offrent à Munich une occasion de s'expliquer et de prendre parfois certaines distances avec les propos de leur propre président. Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères, vous avez-vous rencontré votre homologue Rex Tillerson, le secrétaire d'État. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ayez plus clair sur la diplomatie américaine un mois après l'installation du 45e président, comme on dit ? Un début de clarification, mais pas une clarification complète. Bon, je comprends qu'une nouvelle administration doive prendre un peu de temps pour se mettre en place, organiser ses équipes. Simplement, il n'y a pas de temps à perdre parce que la situation exige des décisions. Il y a beaucoup d'urgence et de rendez-vous. Absolument, vous avez tout à fait raison. Donc, l'impression que j'ai, en particulier dans l'organisation des équipes à Washington, c'est que c'est assez fluctuant et ce n'est pas rassurant. Alors, il y a eu plusieurs rencontres, vous l'avez évoqué. Il y a eu le G20 à Bonn, et puis beaucoup de rencontres bilatérales, notamment avec Rex Tillerson. Puis à Munich, c'était la conférence annuelle sur la sécurité, un peu le Davos de la sécurité, où il y avait effectivement beaucoup de monde. Alors, avec Rex Tillerson, j'ai posé beaucoup de questions. J'ai évoqué la situation en Ukraine. Et là, j'ai eu une clarification qui va dans la bonne direction. Il a admis pourquoi il y avait des sanctions à l'égard de la Russie. Il y a des sanctions parce que la Russie a dérogé au droit international en tentant d'annexer la Crimée et une partie de... Absolument. Donc je crois que sur ce point, il a admis que les sanctions avaient un sens et reconnu que le travail qui est fait avec l'Allemagne... Alors que Trump était plutôt contre les sanctions. Oui, mais j'ai expliqué que annuler unilatéralement les sanctions sans contrepartie, c'est-à-dire la mise en œuvre des accords de Minsk qui ont été négociés avec la France et l'Allemagne et qui sont suivis par la France et l'Allemagne dans le format Normandie où on joue notre rôle de médiateur. Nous avons d'ailleurs tenu une réunion hier à Munich. Ça a du sens et ça ne peut pas être autrement. Ensuite, il y a une autre clarification puisque nous avons avec mon
collègue Sigmar Gabriel, le nouveau ministre des Affaires étrangères allemand, co-présidait une réunion des pays affinitaires, c'est-à-dire des pays qui ont la même approche de la transition politique en Syrie et de la lutte contre Daesh. Et là, Rex Tillerson a participé. Et il a effectivement indiqué que pour lui, il ne pouvait pas y avoir de lutte efficace contre Daesh si en même temps, il n'y a pas une transition politique en Syrie. Et je pense que ça, c'est une première Avec ou sans étape. Bachar el-Assad ? C'est une première étape de clarification. Nous n'avons pas abordé précisément ce point, mais comme nous sommes à quelques jours du début des négociations de Genève, c'était important que les pays qui ont une approche similaire, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, avec les États-Unis, mais aussi les pays arabes et la Turquie, que nous ayons un échange. C'était une réunion tout à fait utile. Justement, Monsieur le Ministre, qu'est-ce que vous attendez de ce prochain rendez-vous à Genève de la part des Américains ? Parce que ils ont sur le dossier syrien. Sur le dossier syrien, effectivement, il y a eu des discussions préliminaires à Astana, vraiment sous le parrainage des Turcs, des Iraniens et des Russes. À Genève, est-ce que vous attendez à ce que les Américains reviennent sur le devant de la scène ? Nous souhaitons que les choses soient claires. Donc j'ai dit un début de clarification sur le dossier syrien, mais il y a encore beaucoup de questions à régler. À Genève, d'abord, comment cela va-t-il se passer ? J'ai discuté avec mon collègue russe, Sergei Lavrov, et j'ai indiqué que la France avait travaillé pour que la délégation qui représente l'opposition syrienne soit la plus inclusive possible. C'est-à-dire elle représente toutes les sensibilités de l'opposition. Le Haut Conseil pour la négociation, qui a son siège à Riyad, avec Riyad Hijab, mais il y a aussi les composantes des forces militaires, des groupes militaires, qui seront également représentés. Et puis il était souhaitable que la plateforme de Moscou et la plateforme du Caire soient aussi représentées. Donc avec cette délégation large, inclusive, il y a un message qui est adressé, un message constructif, positif de la part de l'opposition. De l'autre côté, il y aura une délégation du régime de Damas. Quelle sera son attitude, quel sera son état d'esprit ? J'ai dit à mes interlocuteurs, à tous ceux que j'ai rencontrés, et y compris aux Russes, qu'il fallait faire pression, et je l'ai dit aussi à mon collègue iranien, Zarif, qu'il fallait faire pression sur le régime pour qu'il y ait une vraie négociation. Parce que ce que j'ai retenu de ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est l'interview de Bachar el-Assad à Europe 1, où il considère que toute l'opposition, ce sont des terroristes. Alors si d'un côté vous avez les représentants du régime et de l'autre côté l'opposition, avec toutes ces sensibilités qui sont tous des terroristes, comment voulez-vous qu'il y ait des discussions ? Donc nous attendons le groupe des 10 des partis, des pays qui ont la même approche que j'ai évoquée tout à l'heure. Nous attendons que les Russes, mais aussi les Iraniens, fassent pression sur le régime pour qu'il y ait une vraie négociation pour une transition politique dans le cadre de la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2254. Alors, Monsieur le Ministre, quels moyens de pression avons-nous sur ceux qui peuvent faire pression, à savoir les Russes et les Iraniens ? Parce qu'aujourd'hui, militairement, l'opposition est quand même quasiment hors jeu. Donc sur le terrain, ils ont la main totalement. Donc quels moyens de pression avons-nous, nous, pour obliger les Russes et les Iraniens à faire pression sur le régime pour qu'ils fassent des concessions ? Le moyen de pression, pour moi, le plus efficace, c'est la clarté de ceux qui sont favorables à une transition politique en Syrie, dans le respect, encore une fois, de décision unanime du Conseil de sécurité que je viens de rappeler. Et puis, nous sommes, ces pays-là, dont la France et les États-Unis, engagés dans une coalition contre Daesh, contre le terrorisme. Et j'ai expliqué à mes interlocuteurs que si nous voulions être efficaces dans cette lutte contre le terrorisme, il ne fallait pas faire l'impasse sur la nécessaire transition politique en Syrie, car ça serait une victoire à la Pyrrhus. Car on voit bien que plus la lutte est brutale, pas seulement contre Daesh et Al-Nosra en Syrie, par le régime, par les Iraniens et par les Russes, plus en même temps l'opposition est aussi attaquée, et plus cela conduit à une radicalisation. Donc le terrorisme ne sera pas vaincu que par la voie militaire, il ne peut l'être que par la voie d'une transition politique. Puis j'ai ajouté également aussi, dans la discussion avec mes interlocuteurs, et pas seulement américains, qu'il y avait la question de Raqqa. Nous sommes engagés dans la coalition internationale contre Daesh, en Irak, et nous soutenons l'État et le gouvernement irakien et l'armée nationale irakienne pour vaincre Daesh à Mossoul, qui est un sanctuaire de Daesh. Nous allons y parvenir, même si ça sera long et coûteux, il faut en être conscient. Mais après, il y a un autre objectif qu'il ne faut pas tarder à mettre sur la table, c'est Raqqa. Et donc, je l'ai dit aussi aux Américains, le 20 mars prochain, il y aura une réunion de la coalition internationale contre Daesh à Washington. Je m'y rendrai.
Et je souhaite que d'ici là, la question de Raqqa, de cet autre sanctuaire de Daesh qui organise des attentats dans la région, qui organise des attentats partout, et notamment en France, nous nous donnions les moyens de le faire tomber. Et ça veut dire une vraie discussion politique avec les Américains, mais aussi avec les Turcs et avec les autres partenaires de la coalition. Il y a urgence, on ne peut pas laisser cette situation. Donc la situation en Syrie reste extrêmement chaotique, extrêmement violente, extrêmement dangereuse. Il y a une partie au conflit aussi dont on n'entend plus trop parler, ce sont les Kurdes, qui sont quand même sur le terrain très bien positionnés, justement, pas loin de Raqqa non plus. Qu'est-ce qui devrait se passer? Est-ce que vous estimez qu'il est normal qu'ils soient totalement en marge maintenant des discussions qui se tiennent? Il ne peut pas y avoir de solution durable sur l'avenir de la Syrie si, d'abord, il n'y a pas... Là, je vous rappelle, la résolution de 2254, c'est les conditions de la transition politique, de la gouvernance, la préparation d'une constitution et puis l'organisation d'élections. Ça, c'est en quelque sorte la feuille de route sur laquelle on doit travailler. J'ai vérifié avec les Russes, avec un collègue russe qui est d'accord pour faire référence à ça. Après, on va voir comment ça se passe. J'ai souhaité, je l'ai dit à tous mes interlocuteurs, j'ai dit aussi aux Turcs, il est évident que la future Syrie doit rester unitaire. Il ne s'agit pas de laisser faire une partition de la Syrie. Ça ne serait pas acceptable. Et en même temps, il faut que cette Syrie soit inclusive, que toutes les composantes de la société, pas seulement la minorité chiite alaouite qui dirige le pays avec le régime de Damas, mais aussi les sunnites, mais aussi les chrétiens, et puis les Kurdes qui doivent trouver une place. Et donc j'ai souhaité, je l'ai évoqué, que dans les négociations de Genève, les Kurdes puissent aussi trouver une place. Sinon, il n'y aura pas de paix durable. Alors, à cet égard, les Russes ont proposé, après la réunion d'Astana, aux gens de l'opposition qui est à Moscou, ils ont fait un projet de constitution qui est quasiment la Suisse, alors qui prévoit notamment la décentralisation, etc., voire des larges autonomies régionales, que pour le moment l'opposition et certains des pays qui la soutiennent, comme les Turcs, ont refusé. Quelle est la position de la France par rapport à ce projet de constitution? Ou est-ce que c'est mettre la charrue avant les bœufs que de faire ce projet de constitution? Le ministre russe m'a parlé de cette initiative russe, d'un papier. Il a parlé de non-papier, où il y a un projet de constitution qui est mis sur la table. Et il a même ajouté, c'est pas à prendre ou à laisser. J'ai répondu, why not? Mais c'est l'affaire des gens qui seront autour de la table, c'est-à-dire de l'opposition et des représentants du régime, puisque c'est à l'ordre du jour. C'est le deuxième chapitre de la résolution 2254. Il faudra bien parler d'un projet de constitution. Est-ce que c'est le papier russe ou est-ce que c'est une autre contribution? Ce qui compte, c'est d'avancer. Et nous ne devons pas baisser les bras. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est loin du compte. Moi, je ne veux pas parler d'optimisme ou de pessimisme, mais il y a encore un cessez-le-feu qui est loin d'être respecté sur le terrain. C'était l'objet des rencontres d'Astana. Maintenant, il y a une date qui a été fixée, mais elle a été reportée à plusieurs reprises pour qu'il y ait une reprise des pourparlers à Genève. Peut-être encore J'espère que non. J'espère que non. Vous savez, on est à l'abri de rien et à l'abri d'aucune mauvaise surprise. Y a-t-il le moindre calendrier pour l'instant? Est-ce qu'il y a un agenda? L'agenda, c'est d'abord la reprise des discussions à Genève le 23. Donc ça va être le test, et c'est la semaine prochaine, c'est dans quelques jours désormais. Alors est-ce que les gens qui seront face à face accepteront de se parler ou non? Nous faisons pression, et en particulier sur ceux qui sont belligérants sur le terrain. Nous ne sommes pas belligérants. Les belligérants, c'est bien sûr le régime, mais avec une armée qui est même très très faible. Et s'il n'y avait pas le soutien russe et iranien, Bachar el-Assad et son armée seraient tombés. Mais donc c'est sur les Russes et les Iraniens que nous faisons pression. Et nous avons là-dessus une approche tout à fait commune avec les pays qui se sont réunis vendredi matin à Bonn. Autre point de tension, ce qui se passe actuellement en Ukraine, avec une reprise des tensions. Il y a eu la Crimée. Vous avez rencontré votre homologue, vous le disiez, Sergueï Lavrov. Quels sont les arguments qu'il vous donne? Est-ce qu'il accepte de reconnaître une intervention en sous-main de la Russie ou c'est toujours le déni? Ils ne peuvent pas être dans le déni puisqu'ils sont autour de la table pour mettre en œuvre les accords de Minsk. Donc il y a toujours une référence aux accords de Minsk. Ceux qui pensaient que les accords de Minsk étaient morts se sont trompés parce que les deux parties, ukrainiens et russes, s'y réfèrent et acceptent ce qu'on appelle le format Normandie, c'est-à-dire la médiation franco-allemande. Donc nous avons fait cette réunion, il y en aura d'autres, mais en même temps c'est assez démoralisant sur le terrain, parce que la situation, un jour on annonce un cessez-le-feu, le lendemain il est violé. Donc là on a abordé des choses très concrètes.
avec Sigmar Gabriel, donc mon collègue allemand, on voulait des résultats. Résultat, un cessez-le-feu et le déplacement des armes lourdes, l'abandon des armes lourdes, la restitution des armes lourdes. Et à partir du 20 février. Et donc il y a eu un accord des Ukrainiens et des Russes. Donc les Russes parlent à la place des séparatistes. Donc ils sont bien impliqués, sont bien obligés de reconnaître que sans eux, d'ailleurs qui a déclenché les hostilités, c'est les Russes qui sont venus en appui aux séparatistes. Je rappelle que la guerre en Ukraine a fait plus de 10 000 morts en Europe. C'était la première fois qu'après la Seconde Guerre mondiale, on portait atteinte aux frontières. Et l'intangibilité des frontières, ça fait partie de l'ordre international. Donc on avance à petits pas. L'échange des prisonniers, ça a été aussi évoqué. Il y a des avancées, mais des petites avancées. Y a-t-il une réelle volonté, aussi bien côté russe qu'ukrainien, d'aller plus vite sur la mise en œuvre des accords de Minsk? Parfois, j'en doute. Et c'est pourquoi nous tenons un langage très ferme, aussi bien en direction des Russes que du côté des Ukrainiens. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, Monsieur le Ministre, une porosité entre les deux dossiers, le dossier syrien, le dossier ukrainien? C'est-à-dire, à partir du moment où les Russes sont à l'initiative sur le dossier syrien, qu'est-ce qu'il est on est en pouvoir de leur demander je ne crois pas qu'on soit dans un marchandage où on pourrait faire des avancées sur un dossier, puis en faire aussi sur d'autres, une espèce de deal à la Trump. Je ne crois pas à cela. Je crois qu'il faut toujours rester sur les principes. Les principes, c'est le droit international. Et là, je m'interroge, parce que j'ai écouté aussi le discours de Sergei Lavrov, qui a parlé d'un nouvel ordre international. Il a parlé post-Ouest, oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Post-occidental. Post-occidental. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce concept ? Eh bien, je pense que c'est pas l'Occident qui est et les valeurs de l'Occident qui sont la cause des difficultés du monde aujourd'hui. C'est plutôt que quand on s'en détourne, qu'est-ce que sont que ces valeurs-là ? Est-ce qu'elles sont occidentales ou est-ce qu'elles sont universelles ? Je suis surpris qu'un pays comme la Russie tienne ce langage. Pourquoi ? Un pays qui a énormément souffert de la Seconde Guerre mondiale. Celui qui a subi le plus grand nombre de victimes, de destruction. Et on a toujours rendu hommage, et à juste titre, au peuple russe et à son courage. Et l'Union soviétique qui s'est battue, qui était alliée des États-Unis et des Français et des Anglais. Bon, je crois qu'il ne faut jamais oublier cette souffrance terrible. Et à partir de là, il y a un ordre international qui s'est construit. Et qui s'est construit sur des valeurs, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce que c'est un texte occidental ? C'est l'héritage de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est vrai. Est-ce qu'on abandonnerait ça ? Si on abandonne ça, on va vers quoi ? On va vers le retour des nationalismes, on va le retour des rapports de force, de règlement au cas par cas des questions, alors que le monde incertain et dangereux dans lequel nous sommes, qui est plus dangereux qu'il y a quelques années, j'allais dire depuis le tournant de la chute de l'Union soviétique et la chute du mur de Berlin, la réunification allemande, où il y a eu une manière intelligente de traiter cette question, j'ai l'impression qu'il y a un cycle qui est en train de se terminer et qu'un cycle dangereux pourrait commencer, qui est celui du retour de l'isolationnisme américain, mais aussi des nationalismes et du chacun pour soi, que ce soit pour le règlement des crises, que ce soit pour le règlement des questions d'échanges économiques et commerciaux, que ce soit une autre méthode pour régler, par exemple, la question du réchauffement climatique. Et donc je crois qu'on ne peut que rappeler la nécessité d'un ordre mondial multilatéral basé sur des valeurs, et plus la mondialisation avance, plus on a besoin de régulation. Et c'est notamment, c'était notamment l'intérêt de cette réunion du G20 qui a eu lieu à Bonn. Alors justement, c'est de ça dont nous avons parlé. À ce sujet, vous évoquiez justement à propos de Donald Trump l'art du deal, qui est d'ailleurs le livre qu'il a écrit. Est-ce que vous craignez là-dessus justement que Trump, d'une certaine façon, aille dans ce sens d'un ordre la gestion où tout se négocie, la gestion du monde et des grandes questions qui s'opposent à l'humanité, c'est pas simplement un projet de construction de tours où on négocie le prix du terrain et les constructions et les conditions de la hauteur de la tour. C'est plus grave que ça, c'est plus sérieux que ça. Donc ça ne peut pas se traiter par des deals, ça peut se traiter que sur la base du droit international. Et c'est ce droit international basé sur des valeurs qui a permis à l'humanité de faire des progrès. Qu'est-ce que c'est que l'accord de Paris ?
L'accord de Paris, c'est une négociation internationale dans le cadre du droit international. C'est un traité qui nous permet de faire face à l'énorme défi du réchauffement climatique et de la transition énergétique, et qui a été ratifié en moins d'1 an. Ça veut dire que le droit international fait faire des progrès. C'est la même chose pour l'accord iranien sur le nucléaire. C'est le droit international, c'est la négociation, c'est la diplomatie, c'est la bonne méthode. Nous sommes amenés à faire une pause sur les antennes de RFI de TV5 Monde, le temps de prendre connaissance des derniers thèmes d'actualité, et puis nous vous retrouvons pour la suite d'International. Retour à International sur les antennes de RFI de TV5 Monde, émission réalisée avec le quotidien Le Monde. Nous recevons aujourd'hui Jean-Marc Ayrault, ministre français des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le ministre, nous venons de parler de la Syrie, de l'Ukraine, de la Russie. Il y a un autre thème dans l'actualité après l'arrivée de Donald Trump, c'est une vision d'une Europe qui serait en train de se déliter. Une sorte de Brexit qui allait contaminer comme ça peu à peu les différents pays. Est-ce que vous avez le sentiment que la réponse à cette administration américaine, et donc à votre homologue américain que vous avez rencontré, est-ce que vous redoutez que ce désenchantement ne puisse en effet se traduire par des sorties de pays, par un délitement, un affaiblissement de cette Union européenne? J'ai lu les interviews de Donald Trump à la presse européenne où il se félicitait du Brexit qu'il avait lui-même prévu et en se demandant quel serait le prochain. Absolument. C'était pas très amical à l'égard de l'Union européenne. D'ailleurs, j'ai noté une chose. Dans le discours de Mike Pence, le vice-président américain, il a parlé d'Europe, mais il n'a jamais cité une fois l'Union européenne. Mais l'Union européenne, c'est une construction politique, à 28 aujourd'hui, mais à 27 demain, puisque les Britanniques ont décidé de partir. D'ailleurs, les négociations vont bientôt commencer dans le cadre de l'article 50. Mais l'Union européenne, cette construction politique originale, qui s'est faite après la Seconde Guerre mondiale, qui a commencé à peine 5 ans... après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est un bien précieux pour les Européens, pour chacune de nos nations, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et donc cette situation à la fois de Brexit, je dirais de déclarations inamicales du président américain, devrait avoir pour effet de stimuler les Européens et de les convaincre encore davantage que leur intérêt, l'intérêt de chacune des nations qui composent cette union, c'est de rester ensemble et d'être encore plus forts ensemble. C'est pas ce qui se passe. Si, il y a une chose qui m'a... Même quand Angela Merkel parle de multiculturalisme, etc., est-ce qu'on n'est pas en train de mettre des concepts en avant qui, en fait, ne se traduisent pas dans les faits? Pourquoi vous parlez de multiculturalisme? Ce n'est pas le sujet de l'Europe, ce n'est pas le sujet de l'Union européenne. L'Union européenne, ce sont des nations qui ont des capacités, certes seules, mais qui, face au monde de plus en plus globalisé, ont besoin d'être ensemble pour être plus fortes et défendre les intérêts de leurs concitoyens. Et ça, bien sûr, mais je ne suis pas ignorant de la réalité. Il y a à la fois un désenchantement parce que pendant longtemps, l'Europe a eu du mal à prendre des décisions, de les mettre en œuvre. On a vu qu'avec la crise des réfugiés, on a vu qu'avec un certain nombre de risques nouveaux, la menace terroriste, l'Europe avait été beaucoup plus rapide, non seulement dans ses décisions, mais dans leur mise en œuvre. On le voit dans la lutte contre le terrorisme, c'est évident. Et ça, c'est un résultat positif. Donc il faut que ça puisse devenir durable. Mais en même temps, vous avez noté qu'à Bratislava, et puis c'était vrai aussi à Malte, et je pense que ça sera encore le cas le 25 mars, à Rome, à l'occasion du 60e anniversaire du traité de Rome, que les Européens vont réaffirmer leur engagement à continuer ensemble, pour le bien de chacun de leurs nations. De fait, je voulais parler de multilatéralisme. Ah oui, pardon, parce que là, je ne comprenais pas. Voilà. Alors, reprenez votre question. Non, simplement, le multilatéralisme, où est-ce qu'on le rend concret? Pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus affaire à des relations bilatérales. C'est ce que prônent les Russes, les Américains. Et nous avons nécessité d'un ordre mondial. Il ne faut pas oublier quelque chose qui est très grave qui s'est produit, c'est la crise de 2007-2008. À partir d'un système financier qui était devenu fou, la crise des subprimes, est partie des États-Unis et qui s'est étendue au monde entier et qui a touché l'Europe et qui a fait subir à l'Europe une crise économique dont nous sommes à peine sortis et qui a frappé au cœur une grande partie des salariés, du monde des hommes, des femmes, du monde du travail, en particulier les classes moyennes, et qui crée une vraie frustration et qui crée souvent de la colère. Mais la réponse à ça,
c'est pas le retour au nationalisme, c'est pas le retour au chacun pour soi, c'est au contraire de renforcer des règles de régulation mondiale. Et je parlais du G20, qu'est-ce qui s'est passé au G20, notamment le dernier G20 présidé par la Chine? On a parlé de lutte contre les paradis fiscaux, contre la fraude fiscale. On a rappelé aussi la nécessité de règles plus précises sur les échanges internationaux plus équitables, c'est-à-dire nous progressons. Il y a eu aussi l'accord de Paris sur le climat. Ça, c'est un accord multilatéral et non pas chacun pour soi. Maintenant, la question, est-ce que ça va durer ou est-ce qu'on va revenir en arrière? Moi, je crois que dans l'intérêt des peuples, de chacune de nos nations, revenir en arrière. Par exemple, pour la France, sortir de l'euro serait une catastrophe pour les classes les plus fragilisées, les classes populaires. Mais sortir des traités, c'est pas seulement le propos de Marine Le Pen, ça c'est le propos de Jean-Luc Mélenchon, serait aussi une catastrophe. Donc aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de cette construction originale qui a permis la prospérité, qui a permis la paix, qui a permis la sécurité, mais qui est aujourd'hui en danger, qu'est l'Union européenne? Est-ce qu'on l'affaiblit? Oui, elle est en danger. Mais alors, monsieur le ministre, est-ce qu'on s'en sert à la fois pour mieux défendre les intérêts des Européens et est-ce qu'on s'en sert comme une réponse aux défis mondiaux? Aux défis mondiaux au moment où de nouvelles puissances sont en train de s'installer à l'échelle mondiale, où la Russie a une nouvelle stratégie, où les États-Unis veulent revenir sur la défense de leurs intérêts d'abord. Je crois que l'Europe peut servir justement de référence et de réponse à ces questions qui se posent à l'échelle de la planète. Après le choc du Brexit, on avait dit il faut arrêter les incantations. Les défis qui se posent, notamment à l'Europe, c'est celle d'une politique étrangère et de sécurité commune, vu les dangers qui entourent l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, vous pensez que l'Europe a avancé là-dessus? Elle a avancé. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver... Non, c'est moi, elle a avancé. Le Conseil européen de défense a adopté une stratégie en matière le Conseil européen a adopté une stratégie en matière de défense qui n'est pas venue de nulle part. Elle est venue d'initiatives franco-allemandes, aussi bien au niveau des ministres des Affaires étrangères que de la Défense. Nous avons mis sur la table toute une série de propositions. Autonomie stratégique de l'Europe, de l'Union européenne, capacité de projection, capacité de management et un fonds de financement d'une industrie de défense et de recherche. Ça, maintenant, il s'agit de le mettre en œuvre. Mais ça a été adopté. Ça ne vient pas à la place de l'OTAN, ça vient en complément de l'OTAN pour garantir la sécurité des Européens. Ça, c'est un engagement très concret, très politique, très stratégique. Ça veut dire que le monde tel qu'il est, s'il reste inorganisé, s'il conduit au retour du chacun pour soi, alors nous allons à la catastrophe. L'Europe, justement, peut être la référence pour apporter une vraie réponse multilatérale. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Français et Allemands, nous parlons le même langage. Vous avez montré l'intervention de Mme Merkel à Munich hier, nous disons la même chose. Vous avez l'impression, par exemple, quand on pense à l'action de la France en Afrique, sur le terrain africain, la France est très seule. Mais elle l'est moins. Elle est moins. Lorsque je suis allé avec mon collègue Steinmeier, qui est devenu président de la République fédérale d'Allemagne, au Mali et au Niger, nous avons été sur place, nous sommes allés à Gao et nous avons vu qu'il y avait à la fois des troupes françaises dans la MINUSMA et dans l'opération de maintien de la paix des Nations Unies, il y avait des troupes allemandes. Il n'y en a jamais eu autant. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu du matériel, notamment des hélicoptères qui ont été mis en place, en service au Mali. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Et ce qui est en train de changer, c'est une prise de conscience, pas seulement des Français et des Allemands. La France, il y a longtemps qu'elle est consciente des défis africains, mais c'est aussi toute l'Europe qui est en train de changer. Et le G20 qui s'est réuni au niveau des ministres à Bonn avait à son ordre du jour l'Afrique. L'Afrique est confrontée à la fois au défi de la sécurité, au défi de la menace terroriste, mais au défi du développement. Jamais on n'a autant parlé de l'Afrique au sein de l'Union européenne. Il y a une prise de conscience, c'est nouveau, et l'Europe est l'organisation, l'Union européenne, qui finance le plus au monde l'aide au développement. Donc nous avons là une capacité de donner à l'Afrique un avenir, un projet, et notamment à sa jeunesse, sans seulement traiter la question africaine sous l'angle migratoire et des problèmes qu'elle pose, mais la voir aussi comme une perspective et une chance pour l'avenir de l'humanité. Monsieur le ministre, vous évoquez l'Afrique, peut-être un mot de son passé colonial, comme on dit. Qu'avez-vous pensé de la phrase d'Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, parlant de crimes contre l'humanité en Algérie? C'est une expression que vous auriez pu utiliser? Moi, je sais, c'est l'expression qu'il a utilisée, qui lui appartient. Il y a un fait. Emmanuel Macron était en Algérie, donc il a fait référence au passé colonial. Et ce passé colonial, il a été brutal, il a été tragique. Et donc, qu'est-ce qui est l'enjeu aujourd'hui ?
c'est la paix des mémoires, c'est de construire l'avenir, un avenir commun. Donc, c'est ce que le président de la République, le président Hollande, a fait lorsqu'il s'est rendu en Algérie, à 2 reprises d'ailleurs. C'était en 2012, dès 2012. Il avait fait un très très grand discours, qui était un discours qui justement contribuait à cette paix des mémoires. C'est-à-dire on ne nie pas les violences. À l'apaisement des mémoires. Écoutez, je pense qu'il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'il y a une hypersensibilité sur ces questions. J'ai un souvenir, il y a quelques années à l'Assemblée nationale, je ne sais plus à quelle occasion, il y a un amendement qui a été voté la nuit et qui avait pour objectif de décrire les bienfaits ou les effets positifs de la colonisation. Vous vous souvenez, ça avait provoqué une polémique terrible, au point que même le président Chirac s'en était mêlé pour faire en sorte que cet amendement soit retiré. Donc, moi, je crois qu'il faut faire un travail de mémoire, un travail d'historien, pour obtenir une vérité partagée, une appréciation partagée, mais surtout construire l'avenir. Ce travail reste à faire. Mais il a été entrepris pour une grande part. Il nous a fait faire des progrès. C'est pourquoi je faisais référence aux visites du président Hollande en Algérie. Jamais les relations entre l'Algérie et la France n'ont été aussi bonnes. Mais elles sont politiques, et elles sont stratégiques, mais elles sont aussi économiques et culturelles. Et donc notre avenir, c'est d'être ensemble, de travailler ensemble. Moi, j'ai été maire de Nantes pendant 23 ans, et j'ai fait un travail avec beaucoup de partenaires, notamment de la société civile, sur la mémoire de l'esclavage et du commerce triangulaire. Et on n'a jamais été dans la définition de concept, on n'a jamais été non plus dans de chercher des propos de repentance, mais on a fait un travail pour essayer d'y voir clair, et on l'a fait avec les Africains, et on les a fait avec les Antillais. Et je peux vous dire que notre objectif, c'était quoi? C'était la paix des mémoires, mais aussi construire un destin commun. C'est ça l'enjeu, c'est ça le défi. Maximo. Oui, alors, dans notre ordre d'idée, vous êtes ministre des Affaires étrangères d'un président qui est en fin de mandat, qui ne se représente plus. Est-ce que cela change votre manière de travailler? Parce que d'une certaine façon, on est dans une espèce de parenthèse, ce que dans l'administration américaine, on appelle un président lame duck. Non, c'est pas le cas. Alors, pas le cas. En France, il n'y a pas de président élu. Le lame duck, c'est quand l'autre le président est élu et qu'il y a encore cette transition. C'est la transition. Là, le président de la République est en fonction jusqu'à la fin de son mandat. Oui, mais il ne peut pas se projeter au-delà. Moi, je suis ministre des Affaires étrangères et je peux vous dire que tous les jours, il y a un problème qui se pose et qu'on demande à la France à la fois son point de vue, c'est son engagement. Et je vais prendre un exemple, je l'ai évoqué, la lutte contre le terrorisme. Le 20 mars, il y aura cette conférence à Washington, je vais y participer, mais d'ici là, il y aura sans doute un certain nombre de moments où, entre partenaires, nous aurons des réponses à apporter. Quand par exemple, les Américains nous demandent notre aide pour lutter contre Boko Haram en Afrique, on peut l'apporter, parce que nous avons la capacité, notamment parce que nous sommes un grand pays avec une défense nationale qui en a les moyens, et nous sommes souvent les seuls, c'est à nous qu'on le demande. Vous croyez qu'ils vont mettre tout ça entre parenthèses si la question se posait en attendant le résultat des élections? Non, jusqu'au bout, nous sommes là et nous agissons, et moi je m'en rends compte. D'ailleurs, la situation internationale, elle ne fait pas de pause, elle continue. Sauf il y a un dossier qui est réellement dans l'impasse, ce sont les relations israélo-palestiniennes. Oui. Et justement, il y a une sorte de bouleversement maintenant avec l'administration Trump. Quelle va être la position de la France par rapport à ça? Est-ce qu'il y a encore le moyen de faire quelque chose pour en sortir? Vous parliez des élections et qu'est-ce qu'on peut faire à la veille d'une élection? Je vous rappelle que nous avons tenu une conférence le 15 janvier à Paris, où 70 pays étaient représentés, les Nations Unies, l'Union Européenne, la Ligue arabe. C'était quelques jours, 5 jours avant, la prise de fonction officielle du président Trump aux États-Unis. Donc ça ne nous a pas empêché d'agir. Et ça nous a permis de rappeler de façon forte la solution des deux États comme seule perspective pour sortir de ce conflit. Sauf que la colonisation se poursuit, monsieur le ministre. Et alors, d'une part, la colonisation se poursuit, mais elle a fait l'objet d'une condamnation par le Conseil de sécurité. Mais d'autre part, il y a eu la rencontre du Premier ministre Netanyahou avec le président Trump, qui s'est conclue par une très grande ambiguïté, comme a confirmé Rex Tillerson, notamment sur la perspective de deux États. Et là, je dois vous dire que je suis inquiet et que nous n'allons cesser de répéter, notamment aux États-Unis, parce qu'ils ont leur place
dans la solution de 2 États pour contribuer à la négociation entre Palestiniens et Israéliens. Ils ont leur rôle à jouer. Mais effectivement, il ne faut pas abandonner cette perspective. J'ai dit à Tillerson, j'ai dit, si vous abandonnez cette perspective, vous prenez le risque de créer une énorme frustration. Vous prenez le risque de laisser s'installer le désespoir et la place pour la propagande de Daesh dans cette région. Mon collègue jordanien m'a dit la même chose. Touché, par exemple, à Jérusalem, en transférant l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, serait une très grave faute. Et tous les pays de la région sont d'accord. Donc nous n'avons cessé de mettre en garde les États-Unis et de leur rappeler que la perspective de 2 États, c'était à la fois la perspective qui redonnait d'espoir aux Palestiniens, mais c'était aussi la contribution à la paix et à la sécurité d'Israël, à laquelle nous sommes attachés, comme les Américains. Et alors, quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape ? La prochaine initiative, la prochaine étape pour faire avancer... La prochaine étape, c'est que enfin, sur toutes les questions qui se posent, et elles sont nombreuses, j'ai parlé du nucléaire iranien, de l'accord nucléaire iranien, c'est que l'administration américaine se mette vraiment en place. Vous avez vu que elle n'y est pas pour vous. Il y avait un conseiller à la sécurité qui a été obligé de démissionner pour les raisons que vous savez, c'est-à-dire ambiguïté par rapport à la Russie. Et donc il est temps. Moi, je respecte le temps qu'il faut pour se mettre en place. Mais Trump est déjà en campagne, vous avez vu, en Floride. Alors, il a tenu un grand meeting de campagne. Il ne faut pas se tromper de moment. Il est libre de dire ce qu'il veut. 4 ans avant, il assume ses responsabilités. Mais en tant qu'homme politique, pour sa politique intérieure, je ne veux pas m'ingérer dans la politique intérieure américaine, mais s'agissant des affaires du monde, chaque pays a son rôle à jouer. La France joue le sien, et on aimerait que les Américains, sans tarder, puissent le faire aussi. Vous venez de mentionner donc le départ de ce conseiller de Donald Trump en raison des ambiguïtés avec la Russie. Quelle est votre réaction par rapport à toutes les allégations qui planent sur ce que les Russes sont capables de faire au niveau piratage informatique, etc., dans les campagnes qui vont se dérouler en Europe, que ce soit aux Pays-Bas, en Allemagne, en France? Et vous êtes sur une chaîne qui a failli en mourir. Oui, vous savez ce que c'est qu'une cyberattaque. Hein, c'est bien intéressant. Et ce n'est pas une question théorique. C'est une menace qui existe. Le dernier sommet de l'OTAN à Varsovie, dans ses nouvelles priorités de matière de défense et d'organisation, a mis effectivement la cybersécurité comme une des priorités, donc avec des investissements, des capacités. La France le fait aussi. Nous tiendrons vendredi prochain un conseil de défense consacré essentiellement à cette question de la protection des données. Mais nous avons des outils pour ça. Moi, quand j'étais Premier ministre, nous avions renforcé l'agence nationale qui s'en occupe, qui est sous l'autorité du secrétaire général de la Sécurité nationale, l'ANSSI, et qui fait un très bon travail. D'ailleurs, pour la campagne électorale des présidentielles, l'ANSSI est à la disposition des candidats et des partis politiques qui le souhaitent en termes d'accompagnement de conseils, sans s'ingérer évidemment dans les affaires intérieures des partis. Mais en même temps, il faut qu'on adresse des messages très clairs. Nous ne pouvons pas accepter qu'un État, que des organisations financières... Cet État, c'est la Russie ? Pas forcément la Russie. Moi, je ne mets pas en cause spécialement tel ou tel État. Mais vous avez subi une cyberattaque qui aurait pu vous mettre au chaos, complètement chaos. Pourquoi ? Parce que peut-être vous êtes une télévision en langue française qui diffuse dans le monde entier avec autour basé. Voilà, je crois que vous pouvez être une cible. Donc il faut se protéger et adresser des messages à tous ceux qui pourraient nous menacer que nous ne nous laisserons pas faire. Il y a un autre aspect. Il y a un autre aspect. La campagne. Non, mais il y a des risques. Il y a des risques. Pourquoi il y a des risques ? Même chaque personne qui possède un téléphone portable sait qu'il y a des risques. Il vous arrive parfois de recevoir des mails vous demandant de venir au secours d'une personne qui se trouverait à l'étranger, alors qu'en réalité, si vous répondez, vous risquez de voir vos données pillées, ou voire même de bonne foi envoyer de l'argent, et vous faites piéger. Donc ça veut dire que la révolution du numérique offre des perspectives et des possibilités considérables, mais en même temps, elle présente aussi des dangers et dont il faut se protéger. Par ailleurs, et c'est un autre point, c'est que, et là je fais référence effectivement à la Russie, et je ne parle pas des cyberattaques, je parle de l'ingérence pour laquelle la Russie pourrait être tentée dans les élections françaises, pour au fond choisir celui ou celle qui lui plairait davantage. Nous ne pouvons pas accepter
Parce que la Russie, pour elle-même, ne l'accepte pas, la moindre ingérence politique. Pour vous, Et donc, la quand tel ou tel candidat a l'air d'avoir la prédilection de Moscou, je dois franchement vous dire que je suis choqué et je suis même étonné que ce candidat, François Fillon ou Marine Le Pen, n'ait pas protesté contre la Russie. Bon, c'est un peu de la complaisance, mais je crois que c'est bien de le rappeler. Sur l'agenda, un élément qui intéresse naturellement le monde entier, c'est la situation des enfants, 250 millions d'enfants qui vivent en zone de guerre. Vous prenez l'initiative pour tenter de les protéger, de leur venir en aide. 250 millions, c'est tout à fait dramatique. C'est considérable, c'est-à-dire que c'est souvent ce qu'on appelle les enfants soldats, vous savez. C'est même pas des adolescents. On voit sur les images, les photos qui sont terribles. Et la France a déjà pris, il y a 10 ans, une initiative pour établir ce qu'on appelait les principes et les engagements de Paris concernant la protection des enfants dans les conflits, qui avait été établi avec l'UNICEF. 105 pays ont endossé ces engagements de protection des enfants. Donc nous allons, 10 ans après, avec l'UNICEF, faire un point complet sur la situation, l'évolution, ce qui peut être fait davantage. Le président Hollande fera un très grand discours. Il y aura beaucoup de participants pour que cette grande cause de l'enfance ne soit pas oubliée. Et il y aura des témoignages d'enfants soldats ou d'anciens enfants soldats qui viendront raconter la tragédie de ce qu'ils ont vécu pour que cette grande question reste à l'agenda international. Monsieur le ministre, vous êtes dans la vie politique depuis près de 40 ans. Vous avez été élu il y a une quarantaine d'années. Vous rencontrez beaucoup d'homologues dans le monde entier. Est-ce qu'ils vous posent des questions pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la vie politique française? Et est-ce que vous avez une réponse? Oui, j'ai été interrogé souvent, beaucoup plus souvent ces derniers temps, je dois dire. Ah oui, c'est... Que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau international, je l'ai vu encore à Bonn et à Munich. Mais moi-même, j'interroge aussi mes partenaires, parce que c'est pas toujours simple. Mais c'est inédit ce qui se passe en France. C'est pas qu'en France. Vous avez, dans votre journal tout à l'heure, rappelé qu'à la mi-mars, il y a des élections aux Pays-Bas. Et que où l'extrême droite peut l'emporter. Et qui arrive en tête avec plus de 30% dans les sondages. Et pourtant, c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de chômage. Un pays qui se porte plutôt bien. Donc il y a une montée partout dans l'Europe, et pas seulement en Europe, des partis nationalistes qui nous feraient revenir considérablement en arrière, comme si on avait perdu la mémoire de ce qu'a été la période des années 30, même si c'est plus la même période, nous sommes dans un autre monde, mais quand même, il y a des similitudes. On ne réglera pas les problèmes. Moi, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant, et en particulier, beaucoup m'interrogent de mes partenaires étrangers, mais est-ce qu'il y a un risque que le Front National puisse gagner les élections en France? On n'est jamais à l'abri d'une catastrophe, parce que ça sera une catastrophe. Il y a de la colère, il y a de la déception. Et certains sont tentés par l'aventure de renverser la table, je le sais, je l'entends. Et en même temps, c'est aussi aux autres formations politiques de répondre, de redonner de la confiance, de l'espoir, en tirant même le bilan de ce qui a été réussi, de ce qui n'a pas été. Ils sont pris pour nous-mêmes. Je crois que c'est un devoir de vérité. Une campagne électorale, c'est fait pour ça. Mais prendre le risque que l'extrême droite en France puisse prendre le pouvoir, sortir de l'euro, sortir de l'Europe, ça serait effectivement pénaliser une grande majorité de nos compatriotes. Donc on peut prendre ce risque-là. Et cette menace existe dans des pays qui étaient, j'allais dire, à l'abri de la montée de l'extrême droite. Par exemple, l'Allemagne ne le sont plus non plus. Et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience qu'il faut à la fois mettre en garde, mais aussi apporter des réponses concrètes sans renier ce que nous sommes, c'est-à-dire les valeurs fondamentales qui fondent finalement C'est aussi un bilan terrible de voir l'extrême droite aux portes du pouvoir en France après le quinquennat de François Hollande. C'est aussi un des échecs. C'est sûr que ce n'est pas une situation satisfaisante, mais on ne peut pas mettre tout ça sur la responsabilité du quinquennat, puisque cette situation se passe partout. Mais ce que je veux dire, c'est que certains pensent que ce n'est pas possible que l'extrême droite puisse gagner, que ça ne sera jamais possible en France. Mais c'est eux-mêmes qui disaient le Brexit ne sera pas possible. L'élection de Trump ne sera pas possible. Donc moi, je ne prendrai aucun risque. Je vous le dis, je ne prendrai aucun risque. Et donc, la gauche, votre gauche, dans quel état est-elle? Elle est divisée. Elle est divisée, éclatée. Et alors que je pense que François Fillon, qui est aujourd'hui embourbé dans une affaire qui fait tort à la démocratie, c'est une situation délétère. Je peux vous dire qu'on m'en a parlé aussi. On m'en parle dans les autres pays. On me dit, mais qu'est-ce qui se passe? François Fillon, ancien Premier ministre, pourquoi a-t-il menti? Pourquoi a-t-il caché, dissimulé? Et ça provoque une grande surprise et en même temps une inquiétude, parce qu'on sait
que ce type de comportement, ce type de pratique, cette volonté de s'accrocher à tout prix à cette candidature porte atteinte à la crédibilité de la démocratie, et c'est une chance de plus pour les partis populistes. Et donc ça veut dire que la gauche, qui a une responsabilité majeure, doit répondre à la menace de l'extrême droite, mais aussi répondre aux attentes du pays. Et donc si elle peut se rassembler, et toute la gauche se rassembler dans sa diversité, alors je pense qu'elle serait en situation pour gagner cette élection présidentielle. Nous en sommes encore loin, il y a encore beaucoup de travail à faire. En tout cas, moi, je ne me résigne pas. Merci Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, d'être venu sur le plateau d'International, TV5 Monde, RFI, avec le quotidien Le Monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'International. Excellente suite de vos programmes sur les antennes, sur toutes les antennes.